Obrigado, Chetos. Bienvenue sur la plateforme ONG Aide Service Education pour un nouveau chapitre sur la chimie intitulé Des solutions aqueuses ioniques. Mais bien avant, nous avons vu précédemment la formule statistique d'un corps donné, d'une molécule. Et cette formule statistique peut être décomposée en différents ions. Nous l'avons bel et bien vu dans le chapitre précédent. Et cette fois-ci, nous verrons la réaction qui s'y passe lorsque ces composés moléculaires ayant bel et bien leur formule statistique sont mis dans un liquide, soit dans l'eau ou encore dans une solution basique ou encore dans une solution acide. Mais bien avant, comment se passe la décomposition, la dispersion de ces composés aqueuses ioniques? Nous avons mis un grand 1, mise en solution d'un solide ionique. La dispersion totale des ions. La mise en solution d'un solide ionique ou sa dissolution provoque la dispersion totale de ces ions. Le solide ionique est appelé le soluté. Quant à l'eau qui va provoquer la décomposition de ce solide ionique, il est appelé le solvant, l'eau étant un liquide. La raison pour laquelle ces solutions aqueuses ioniques vont prendre le nom de solutions solvatées, car ces solutions contiennent des ions libres. Vous parvenez avec moi que un cation est bel et bien différent d'un anion. Et dans une molécule, vous avez la décomposition de ce corps en anion, en cation. Mais comment se passe cette décomposition proprement dite? Nous allons faire une première expérience avec le chlorure de sodium, le sel d'étable, sel de cuisine. Nous avons dans le premier membre de l'équation la formule statistique du chlorure de sodium. Le chlorure est de symbole chimique Cl. Le sodium est de symbole chimique N petit a. D'où NaCl, la formule statistique mise en solution donnera le cation Na plus l'anion Cl-. Vous voyez que au niveau du NaCl, nous n'avons que le nombre 1. Si vous vous rappelez, nous avons appelé cela le coefficient stéchiométrique. Et au niveau du Na+, nous avons comme coefficient stéchiométrique 1. Et au niveau du Cl-, comme coefficient stéchiométrique également 1. De raison pour laquelle nous avons mis
une mole de molécule NaCl, une mole d'ion Na+, et une mole d'ion Cl-. Et cette dissolution de ce composé ionique se fait à une température bel et bien donnée. Raison pour laquelle nous appelons cette décomposition-là la solubilité d'un corps, d'où la solubilité du chlorure de sodium. Et cette solubilité peut s'exprimer de plusieurs manières. Soit en mol par litre, qui fait référence à la concentration d'un corps, soit en grammes par litre, qui fait allusion à la concentration pondérale d'un corps. Mais ici, ça c'est pas retenu en fait. Par cœur, la solubilité du chlorure de sodium est de 6,15 mol par litre à 20 degrés Celsius. Pas retenu par cœur, cela est donné comme exemple. Nous allons voir un autre exemple avec le sulfate de sodium. Le sulfate, d'où l'ion sulfate, est un anion de formule chimique SO2-4. Et le sodium, l'ion sodium, de formule chimique Na+. Avec, bien sûr, la notion sur la formule statistique, vous avez Na2SO4. Et pourquoi Na2SO4? Cela provient donc en équilibrant l'équation. Na2SO4 mis en solution donne 2 fois Na plus SO2-4. Et ici, vous avez comme coefficient stéréométrique des différents éléments au niveau de la molécule. On a 1. Donc, une mole de molécule Na2SO4. Et au niveau de l'ion Na+, nous avons 2 comme coefficient stéréométrique. Donc, 2 moles d'ion Na+. Et 1, on n'a rien mis, mais ça représente 1. Donc ici, nous avons une mole d'ion SO2-4. Et la solubilité de sulfate de sodium est de 1,37 mol par litre dans l'eau à 20 degrés Celsius. J'ai dit que ce n'est pas à retenir par cœur, c'est juste un exemple. Donc par le calcul, nous pouvons donc obtenir ces différents résultats. Bien, nous allons donc passer à une autre étape qui est donc du calcul de la concentration d'une solution aqueuse. Mais bien avant, comment se note cette concentration? Si vous avez une espèce A, la concentration molaire de cette espèce A se donnera comme suit. Vous avez les 2 crochets et l'espèce A intercalée entre ces 2 crochets. Comme exemple, nous avons le C12H22O11 qui n'est rien d'autre que le saccharose. Les 2 barres et nous allons intercaler le CO12H22O11 entre ces 2 barres. Quant à l'ion Na+, les 2 barres, les 2 crochets et Na+ entre ces 2 crochets.
et l'ion H3O+, qui est l'ion hydronium, les deux crochets, et nous intercalons H3O+ entre ces deux crochets. Et la formule de la concentration molaire, c'est le rapport entre la quantité de matière qui est notée N, indice grand A, la quantité de matière de l'espèce A sur le volume qui est exprimé en litres. D'où la concentration molaire exprimée en mol par litre. Une petite application. On nous dit que on dissout 5 grammes de saccharose sur 12 H22O11 de masse molaire 342 grammes par mol. Ça, c'est la masse molaire. Dans l'eau, et on obtient 100 cm3 de solution. Calculez la concentration de saccharose dans cette solution. Je vais donc résoudre ça oralement. Des pistes. On nous demande la concentration de saccharose. La concentration a pour formule la quantité de matière de saccharose, le nombre de moles de saccharose sur le volume total qui vaut 100 cm3. Mais il y a un souci, puisque nous ne connaissons pas la quantité de matière de saccharose. Et donc, il va falloir chercher cette quantité de matière. Et nous avons dit que la quantité de matière dans les chapitres plus haut en chimie est égale à la masse sur la masse molaire. Nous avons la masse du saccharose qui vaut 5 grammes, qui est connue, et nous avons la masse molaire du saccharose qui est connue. Dans ce cas, je peux donc avoir la quantité de matière N du saccharose qui est égale à 5 grammes sur sa masse molaire 342. Vous pouvez donc calculer et trouver le résultat. Ainsi, trouver donc la quantité de matière, nous pouvons donc avoir maintenant la concentration de ce saccharose. La concentration est bel et bien égale à la quantité de matière N sur le volume. Et donc, le volume vaut 100 cm3. Puisque la concentration molaire s'exprime en mol par litre, il va falloir convertir les 100 cm3 en litres. Avec votre tableau de correspondance, vous pouvez donc faire la conversion. Et ainsi, nous avons la concentration de saccharose. Nous allons avancer cette fois-ci avec la dissolution de ces solides ioniques ou encore de ces solutés ioniques dans l'eau. Nous avons dit que la dissolution, la décomposition de ces solides ioniques dépendent de la température. Si un soluté se décompose, est dissous de façon normale à l'air ambiant, dans ce cas, il n'y a ni augmentation ni diminution de la température. La température est normale, elle est invariable. On parle dathermique. De raison pour laquelle nous avons dit que la dissolution du soluté dans l'eau est dite athermique lorsque cette température reste invariable. Maintenant, si cette dissolution va donc demander un apport d'énergie, une augmentation de la température,
Dans ce cas, elle est donc dite exothermique. Mais si la dissolution se fait avec une dissipation d'énergie, donc une diminution de température, on parle donc d'endothermique. Et comment se passe ou encore comment se produit la dispersion des ions dans l'eau? Et encore, comment se fait l'hydratation dans l'eau? Nous avons dit que la dispersion des ions dans l'eau nécessite de l'énergie. Puisque la dispersion demande de l'énergie, cette dispersion absorbe de l'énergie, d'où une absorption. Et dès que le solide ionique ainsi mis dans l'eau absorbe de l'énergie, cela va donc favoriser la rupture des liaisons covalentes. Vous voyez que cette rupture s'accompagne avec une diminution de la température. On parle donc de dispersion endothermique. Et bien sûr, quant à l'hydratation, qui est donc la réorganisation des ions en molécules ou encore en solide cristallin ou encore en dépôt, d'où l'hydratation, elle sera bel et bien exothermique. Et une remarque, la molécule d'eau possède cette double propriété, ce caractère-là, de disloquer l'édifice cristallin, c'est-à-dire le solide ou encore le solité, et en même temps de réorganiser ces mêmes ions en liquide. D'où nous dirons que l'eau est un ampholyte ou encore l'eau possède un caractère amphotère. Et pour terminer cette première phase de ce chapitre sur les solutions aqueuses ioniques, les solutions aqueuses ioniques sont bel et bien électrolysables. C'est-à-dire que ces solutions aqueuses-là peuvent conduire le courant électrique. Et, Inch'Allah, nous verrons dans la deuxième séquence différents exemples où une solution aqueuse peut conduire le courant électrique. L'exemple d'une solution de NaCl ou encore une solution de sulfate de sodium. Et cette première séquence va donc prendre fin. Nous allons donc mettre une pause tout en terminant à la semaine prochaine le chapitre proprement dit. Je vous remercie.